Joué à Lyon. À propos du Paris Saint-Germain, il y a un numéro spécial sur David Ginola qui est sorti. C'est notre ami de but, Alain Guizard, qui a fait ce numéro que je vous recommande. Oui, le Paris Saint-Germain jouait donc à Lyon avec Valdo, mais sans ses deux autres Brésiliens, Rai et Ricardo. Sans Rai et Ricardo qui joueront ce soir avec le Brésil, un match important, très important contre l'Uruguay. Qualification pour la Coupe du Monde en jeu. C'est la dernière journée des éliminatoires. Alors Christian Jean-Pierre en profite avant de montrer le match de championnat pour revenir rapidement sur les faits marquants de l'épreuve. Après un début de compétition bien palichon, la Seleção a retrouvé des couleurs au fil des matchs. Ricardo, auteur de 2 buts contre le Venezuela, et Rai sont repartis cette semaine en Amérique du Sud, car ce week-end, le Brésil affronte l'Uruguay, un match décisif pour les États-Unis. Dans ce groupe, la Bolivie peut encore créer la surprise si elle l'emporte en Équateur. Dans le groupe A, coup de chapeau à la Colombie qui a terrassé l'Argentine à Buenos Aires. Les Colombiens, emmenés par un super Valderrama, ont mis 5 buts au double champion du monde. Les Colombiens ont joué un football de rêve, ils vont vite, ils sont techniques. Attention, avec des joueurs comme Aprilia, Valencia et Rincon, la Colombie peut créer une énorme surprise aux États-Unis en juin prochain. Les Argentins, eux, pour se qualifier, devront rencontrer l'Australie lors de 2 matchs de barrage. Mais Dieu, que ce match était beau. Rai et Ricardo absents pour cause de Coupe du Monde. Valdo était donc hier soir le seul Brésilien du PSG présent au stade Gerland. Valdo, on le retrouve en début de match, un bon corner et une bonne tête de Georges Weah qui passe au-dessus des buts de Pascal Olmeta. Réaction lyonnaise avec Amoros dans la surface de réparation. Il est passé, Bernard Lama est battu, mais monsieur Bata refuse ce but pour une faute de main du défenseur lyonnais dans la surface de réparation. Volontaire, involontaire, allez savoir. Toujours est-il donc que ce but est refusé. Les Parisiens dominent, mais les Lyonnais en contre se montrent très dangereux. Gava sur le flanc gauche, il peut centrer. Et Colter contre son camp. Bernard Lama est lobé. Un but stupide sur lequel le gardien parisien en déséquilibre ne peut rien faire. 2 minutes plus tard, réaction de PSG. Bravo dans la surface de réparation pour Colter en retrait. Frappe déviée puis détournée par Olmeta. Weah en embuscade, un partout. Deuxième but de Weah cette saison. L'avant-centre parisien a été bien placé. Un but donc relativement facile pour Mr Swing. Georges Weah, on le retrouve en début de seconde période. Un bon ballon pour David Ginola à la limite du hors-jeu. Le duel entre les anciens Toulonnais tourne en faveur de Ginola, qui marque ici son 6e but. Le PSG, sans forcer son talent, mène 2-1 donc. Les Lyonnais lanceront quelques contre-attaques en fin de match. Là, joli petit pont de James Debat et un bon tir détourné par Bernard Lama. Les Parisiens maîtrisent complètement la rencontre et lancent quelques contre-attaques meurtrières, comme ce raid de José Cobos de 70 mètres. Un tir bien capté par Pascal Olmeta. Et puis dans les dernières minutes de jeu, la dernière occasion parisienne ira au bout. Vincent Guérin est parti seul sur le flanc gauche. Il trompe Pascal Olmeta. Score final 3-1 pour le PSG. Les Lyonnais sont encore un peu tendres. On continue avec Monaco qui jouait à Sochaux, où l'ambiance n'a rien à voir avec celle qui attend les joueurs d'Arsène Wenger à Athènes, là où ils joueront leur qualification en Coupe d'Europe. Et pourtant, à Sochaux, Monaco a encore été malmené, enfin encore une fois sur terrain adverse. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de blessés, mais c'est vrai qu'il y a tous les ans beaucoup de blessés à Monaco, on ne sait pas pourquoi. Et sur terrain adverse, cette saison, 3e défaite de Monaco qui est perdu à Nantes 1-0, à Saint-Etienne 2-0, à Sochaux donc hier soir 2-0, qui a fait un match nul simplement à Strasbourg et qui avait gagné également à Montpellier. Donc sur 5 matchs, 3 défaites des Monégasques, ça fait beaucoup. Avant Athènes, c'est pas très rassurant. Donc Sochaux-Monaco, et au passage, Philippe Louis nous présente le jeune gardien de Sochaux dont on parle beaucoup, Stéphane Cassard. Pas toujours rose la vie d'un jeune gardien. Stéphane Cassard en sait quelque chose, lui qui a gardé longtemps le souvenir de son premier match pro. Ce jour-là, face à Lens, il passe au travers, dur. J'ai continué à travailler, j'ai pas baissé les bras. L'entourage du club, les dirigeants, le coach, les joueurs ont été très bien avec moi, ils m'ont fait confiance. Et c'est bien parce que je crois que sans eux, je ne serais pas là. Ils auraient très bien pu aller chercher quelqu'un d'autre. Et moi, je serais peut-être à la rue, quoi. Et heureusement, à Sochaux, on ne s'est pas arrêté à cette cagade. Stéphane a eu droit à une 2e chance et celle-là, il ne l'a pas laissé passer.
Hier soir au Stade Bonal, il jouait le 10e match de sa carrière pro et cela s'est plutôt bien passé. 90 secondes de jeu, ouverture de Clément pour Vos, intérieur du pied gauche. Ettori est battu 1-0 et troisième but réussi cette saison par Henke Vos, l'attaquant néerlandais de Sochaux. Le but a été amené par l'ancien monégasque Benjamin Clément. Vos lui a bien flairé le coup, il est parti dans le dos de la défense. Pas de complexe face à Ettori et la balle est au fond. En première période, Sochaux a l'occasion d'aggraver la marque par Baudry. Son coup franc est remarquable, mais bel arrêt d'Ettori. Olivier Baudry, on va le retrouver à la demi-heure de jeu, à la conclusion de cette action. Au départ, rien d'affolant, mais le changement d'aile de Chevzik va surprendre tout le monde, sauf Baudry. Reprise en demi-volée, mais à côté des buts monégasques. Baudry devra encore patienter avant de marquer son premier but en D1. Première mi-temps entièrement à l'avantage de Sochaux. Stéphane Cassard a passé 45 minutes tranquilles, juste le temps de faire apprécier sa prise de balle de temps en temps. 1-0 donc à la pause, tout reste bien sûr possible. La preuve après 1 heure de jeu. Débordement d'Ikpeba, centre, Cassard détourne et finalement c'est Piton qui sauve devant Amara Simba. La chance de Monaco est passée. Le temps d'une petite colère de Sylvester Takak et on aborde le dernier quart d'heure avec l'action de la soirée. Ça part du camp sochalien avec Bazarevic, De Wilder, Clément qui lance sur le côté droit Chevzik. Le Polonais de Sochaux qui réussit à centrer. Vos laisse passer Baudry comme elle vient. Ettori reste sans réaction. 2-0. Ce sera le score final. Olivier Baudry va se jeter dans les bras de Stéphane Cassard. Tout un symbole. Premier but, j'espère qu'il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Non, c'est bien, c'est un beau joueur. On va faire la fête aussi. Il y a un temps, on disait que Sochaux ne sortait plus de jeunes et c'est vrai qu'ils avaient du mal. Et là, on s'aperçoit que ça revient et c'est bien pour le club. Heureux Sochaliens, Cassard et Baudry, ils ont 20 ans tous les deux. L'avenir ne se présente pas trop mal. Quant à Olivier Baudry, lui, il se souviendra longtemps de son premier but avec les pros. On va continuer à analyser cette 9e journée du championnat de première division avec 5 rencontres et on va commencer par la première d'entre elles. Auxerre recevait Lens. Tout auréolé de leur brillant match de Coupe d'Europe à Tenerife, donc les joueurs de Giroud recevaient les Lensois et ça commence on ne peut mieux puisque dès la 4e minute, c'est un mouvement somptueux à l'origine duquel se trouve Kokar qui ne jouait pas aux Canaries. Kokar Saïb, Kokar à nouveau, puis Martins, petite balle piquée et but. Ce sera le seul du match, mais rien que pour cet exploit, ça valait la peine d'être à la Baie des Champs. Du reste, nous reviendrons sur cette action collective magnifique dans notre séquence pour le plaisir, car ce fut un réel plaisir de voir ce but. Les autres absents de la Coupe d'Europe, c'est-à-dire Guerrero et Sylvestre, faisaient aussi leur rentrée. En deuxième période, les joueurs de Giroud vont marquer un petit peu le coup, mais ils vont conserver le bénéfice de cette victoire. Toujours du monde au nouveau stade Michel Dornano à Caen. Caen face à Toulouse. Coup franc de Gürter, tête de Dedeban. Les Canets qui ont dominé cette rencontre et qui vont marquer à la suite de cette passe de la tête de Nouma pour Gürter. Il est superbe ce but. Et Willy Gürter, après 38 minutes de jeu, donne l'avantage à Caen, un avantage décisif puisque Caen l'emporte face à Toulouse 1-0. Strasbourg recevait Martigues à la Méno et longtemps, très longtemps, les Strasbourgeois vont dominer, mais ils vont se heurter, comme beaucoup d'autres équipes de première division, à ce jeune gardien dont on parle beaucoup, Éric Durand. Durand va multiplier les exploits, mais il va finalement s'incliner à la 39e minute sur un boulet de canon de Bouafia, mi-temps 1-0 pour Strasbourg. En deuxième période, Martigues fait rentrer son joker, Ferreri, et joue donc avec 2 attaquants, Tolo et Ferreri. Les espaces vont se créer petit à petit, la domination strasbourgeoise va devenir de plus en plus sérieuse. Et c'est très justement qu'à la 76e minute, le capitaine Pouliken va aller marquer un joli 2e but pour les Alsaciens. Des Alsaciens qui ont du cœur, ils sont invaincus et samedi prochain, ils joueront contre le Variété à la Méno au profit d'un village roumain. Tous les bénéfices iront à ces Roumains qui sont dans l'embarras. 2-0 à cet instant précis, puis bientôt 3 grâce à un but de Hazek. Score peut-être un petit peu sévère pour Martigues. Mais Strasbourg est maintenant
deuxième au classement et seule équipe invaincue. Ça va pas fort pour le Havre en déplacement à Metz. Troisième défaite consécutive. Premier but à la suite de ce corner de Hérault repris par Chanlot. 28e minute. Metz mène devant le Havre 1-0. Et pourtant, les joueurs du Havre n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance depuis le début de saison. On se souvient de beaucoup d'occasions face à Bordeaux, face à Caen. Ça, c'était des matchs qui se sont joués au Havre. Et puis là, on vient de voir un superbe tir sur la barre transversale de Bertin. Fin de rencontre, 74e minute, cafouillage dans la surface de réparation. 2-0 pour Metz, but de Zitelli. Lille jouait contre Saint-Étienne à Grimont-Pré-Joris, domination des Verts, mais il faut attendre la 73e minute pour voir le capitaine d'un soir, Cyprien, marquer le but qui permet aux Verts de logiquement mener 1-0 et 5 minutes plus tard, bientôt 2, sur un centre de Moravchik, c'est Mendy qui va marquer. Première victoire à l'extérieur pour Saint-Étienne. Alors Pascal, ça va quand même un peu mieux pour le Saint-Étienne du tandem Larquet-Santini. Oui, vous l'avez dit, c'est leur première victoire à l'extérieur. Les autres renseignements, c'est Zitelli, meilleur buteur du championnat, 6 buts David Zitelli, Metz en a marqué 9, les 2 tiers des buts. Et Ginola. Et Ginola. Zitelli et Ginola. Mais Ginola, on l'a vu tout à l'heure. Et 2 tiers des buts en fait ont été marqués par Zitelli à Metz. Et puis Strasbourg toujours invaincu. C'est la seule équipe pour le moment qui est invaincue dans ce championnat de France. Alors on va voir Montpellier-Cannes, ou plus exactement avant de voir ça, je vais vous proposer un petit rendez-vous avec Louis Nicolin, le président de Montpellier. Il a piégé quelques-uns de ses joueurs. C'est en effet notre séquence La caméra cachée. Avec l'aide d'un faux François, fait spécialement pour nous, on avait mis tous les moyens de notre côté. François, le président du club de Montpellier, s'offre Ben Johnson. Et oui, il a fait croire à ses joueurs qu'il avait acheté, il avait fait signer un contrat à Ben Johnson, le sprinter. Oui, lui. Il y avait même des détails à l'intérieur du journal, page 18. Nicolin relance Big Ben, des détails dans un papier signé Gilles Leroc. Par exemple, Nicolin dit qu'il est contrarié car Ben Johnson veut une grande maison pour 16 personnes. Bref, on va voir les réactions des joueurs. Dans l'ordre, vous allez voir apparaître Barabé, Claude Barabé, Roseau, Bertrand Roseau et puis Jean-Manuel Kétis en route dans le bureau du président Nicolin. J'ai fait signer un joker, M. Barabé. Ça va? Non, tu peux le dire. Là, c'est le fax de l'AFP. Le quoi? Ouais. Juste 2 secondes. Ça, c'est de... Non, mais je pensais pas que... Non, mais c'est... Faut bien qu'on parle la Bayern un peu. Toi, t'aurais pas fait ce choix, je sens. Non, mais moi... Enfin, parce qu'il a jamais joué au football, c'est pour ça. Maintenant, si... Non, mais maintenant, s'il a des qualités, pourquoi pas? Tu dois, en toi-même, tu dois dire, Nicolas, il est un peu jobard. Non, si je le sais, je te connais. Non, président, tu vas pas me le dire. Hein. S'il cherche à jouer au football, s'il peut nous apporter avec sa vivacité et marquer des buts, pourquoi pas? Maintenant, il faut le voir à l'œuvre. Maintenant, si vous l'avez pris, c'est que vous avez vos raisons. Donc, coûte pas cher. C'est bien. Ça fait drôle, quoi, de Ben Johnson T'as raison, hein. à Montpellier. C'est comme si vous me dites Carl Lewis, donc c'est la même chose. Tu es en forme? Ouais. Assis-toi. Bon, je t'ai fait venir, Bertie, parce que j'ai plein de jokers. Hein? Regarde. Non, pas un Rafat ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas, faut voir. Mais j'ai lu un truc sur lui dans France Foot, non? Et alors, on le fait jouer où? Elie, non? Il va jouer, non? Ouais, je pense que c'est mieux, hein. Faut pas le mettre derrière, il serait capable de faire des conneries. Ça, alors, t'as raison. C'est unique. Hein. Mais... Je suis jobard un peu, mais enfin, tant pis, hein. Oh, pas rigoler. Mais bien sûr, c'est vous qui voyez, c'est vous qui... Hein? Qui voyez ça, ça peut être marrant, hein. Ça peut être un truc pas mal. Ça te plaît, ça? Ouais. Ah non, j'aime bien ces coups-là, des fois. Puis ça change de l'ordinaire. Bon, Manu, je t'ai fait venir pour un truc important. J'ai fait signer un joker. T'es vraiment pas réveillé? Non mais Ben Johnson, Ouais? c'est moi qui saute. Pourquoi c'est toi qui saute? Ben,
Ben Johnson, c'était le courant de 100 mètres. Ouais, mais c'est un trou, c'est quoi ça? Non mais c'est vrai. J'ai fait signer Ben Johnson et je veux que tu t'occupes de lui. Quand il va arriver, il arrive dimanche. Mais pourquoi tu ris? Non mais... Il est un petit pas. Mais t'as pas l'air de me croire. Hein. Si, je vous crois, mais... Ben, ça c'est unique, j'ai jamais vu. Et pourquoi tu vas pas t'en occuper? Oh, moi ça me dérange pas, moi. Eh ben... Faut me dire ce qu'il faut faire et tout. Moi ça me dérange pas du tout. Et pourquoi tu ris alors? Mais parce que c'est marrant. Eh. Ben Johnson, et c'était un quart de 100 mètres. Ouais. Et ben la passe de Yasek, il va te débouler à 800 à l'heure, hein. Non? Ouais mais... Mais c'est jouer au ballon. Non mais, bah oui, c'est super bien si vous l'avez fait. Je reconnais que... Ah d'accord. Tu sais que t'es filmé là en ce moment? Filmé. T'es filmé. Il y a une caméra ici? Regarde la balle. Putain. Et là, glace sans pain. C'est bon, hein? Super. Alors en fait, il n'a pas signé à Montpellier, on vient de l'apprendre par une dépêche, Thierry, il a signé à Cannes, Ben Johnson. Oui, en fait, c'est pas sûr. Il va peut-être signer aux Variétés. On ne sait pas. Qui joue en Coupe de France cet après-midi, le Cet Variété après-midi, oui. À 15h à Torcy, c'est en Seine-et-Marne, contre un club qui s'appelle Fontenay-Trésigny. Alors, si vous êtes dans le secteur, ben, il y aura du beau monde. Ah oui, il y aura du beau monde. Et oui, si vous voulez faire une bonne action. Alors Montpellier jouait contre Cannes, là on devient sérieux. Cannes, l'un des deux leaders avec Bordeaux, et c'est un reportage, un commentaire de Marianne Maco. Pas de temps mort, Montpellier en bleu cherche rapidement à impressionner Cannes. Tétis remet sur divers, il manque sa cible. Hasanovic, l'ex-canois, a repéré lui Tétis, toujours au deuxième poteau. Ça manque encore de précision. 11 minutes de jeu et Cannes, privé du meilleur buteur du championnat, Priou et de Nikou Ebanine, attaque. Durix lance Madar. Il se retrouve seul vers Barabé, il le lobe. Mickaël Madar ouvre le score pour Cannes, c'est aussi son premier but de la saison. 8 minutes plus tard, coup franc pour l'incontournable Hasanovic. Montpellier compte de solides joueurs de tête, parmi lesquels Der Zakarian. Égalisation, les Canois réclament à l'arbitre une sanction pour la faute de divers sur le gardien, le maçon, mais Monsieur Lenné valide le but. Comme Madar, Der Zakarian inscrit son premier but de la saison, égalité parfaite, ils sont de plus tous deux capitaines. 2 buts en 17 minutes, puis pas grand chose de cadré avant ce tir de Serge Blanc. François le Maçon intercepte proprement. La mi-temps est sifflée sur le score de 1-1. Hasanovic a beaucoup de boulot pour ce retour dans l'équipe montpelliéraine. Encore un coup franc, Christophe Sanchez coupe le centre. Montpellier mène 2-1. Sanchez a 21 ans. Domenech, l'entraîneur des espoirs, assiste au match. On ne sait jamais. Commence l'ère des gardiens. Ils vont se surpasser. Barabé tout d'abord sur cette reprise de Sauvaget, fraîchement entré sur le terrain. C'est encore Sauvaget qu'on va retrouver. Mais Barabé se distingue encore. Montpellier reprend du poil de la bête, corner d'Hasanovic, reprise de la tête de Der Zakarian, il aurait bien aimé doubler sa performance. Autour de Le Maçon maintenant de briller. Cette fois-ci, Fabrice Divers se retrouve seul face à lui, Sanchez lui adresse une jolie déviation. Le Maçon coupe tout espoir, bon jaillissement au bon moment, ça mérite de revoir ça sous plusieurs coutures. Bertrand Roseau offre une balle d'attaque à Divers, encore pas de chance, le Maçon est toujours aussi bien inspiré et Fabrice Divers a beau déployer beaucoup d'énergie, il ne marquera pas ce soir. Périlleux lui donne là une bonne balle sur la droite du terrain et cette fois-ci l'angle est un petit peu fermé. Dernier coup franc pour Hasanovic, le Maçon ne laissera plus rien passer maintenant et Barabé non plus. Le match se termine avec 7 cartons jaunes, le climat a été par moments électrique, il l'était aussi avant le match puisque Luis Fernandez dénonçait une tentative de déstabilisation. J'ai failli être agressé avant le match, ils sont rentrés à 4 personnes, ils nous ont intimidés, l'arbitre a pu assister à la scène, il s'est passé des choses anormales, je crois que ça suffit, là je crois qu'on prend un mauvais tournant. Quel pauvre petit, j'en suis vraiment triste. Mais qu'est-ce que vous voulez, on a gagné, on ne remettra pas en cause le résultat. Je crois aussi qu'il a dit que M. Lenné n'avait pas été bien parfait. Mais enfin, je crois qu'il fabule beaucoup et il faut le laisser comme il est. Il fallait bien qu'il perde un jour. Hein.
Ah, drôle d'affaire, on verra ça. Nicolas a l'air de dire qu'en fait que Fernandez est mauvais joueur. On continue avec le top but. Le but élu par le directeur de François, on le voit en image, est celui de Frédéric Dehu pour Lens. Un but d'école, hein, vraiment. Contrôle et intérieur du pied avec poteau rentrant. Alors est-ce qu'il rentre, Thierry? Non, il rentre bien dans le but, oui, mais il ne rentre pas dans le classement. Et je dois dire que Dehu est un des grands espoirs du football français. C'est toujours le même classement, donc avec Germain qui est 5e du classement établi par les lecteurs de François. C'est l'attaquant Martégal Tolo pour cette belle reprise de volée qui est 4e. Pascal Nouma, l'avant-centre de l'équipe de France Espoir, est toujours en 3e position pour cette frappe sous la barre. Les deux premiers n'ont pas changé, eux non plus. 2e, Simba, le roi de la bicyclette sur ce centre de Chiffaut. Et toujours en tête, eh bien, c'est Daniel Bravo qui portait hier le brassard de capitaine au Paris Saint-Germain pour cette très belle reprise de volée. Cyprien est capitaine de toujours à Saint-Étienne. Hein, de cette année. Oui. Non pas d'un soir en fait. Ah oui, non. C'est un détail, mais il y a des gens qui veillent à tout qui nous ont dit que... Absolument. C'est le capitaine donc qui a succédé à Castendoche pour cette saison. Eh bien, avant de vous présenter nos invités, tiens, je vais vous présenter la couverture de France Football de mardi. C'est le capitaine de Bordeaux, Didier Sénac, qui a les honneurs de la une. Et puis, aujourd'hui, sont venus nous rendre visite les poussins débutants de l'entente Saint-Patus-Ouasserie. Ils peuvent se manifester, bravo. Les moins de 13 ans et les moins de 15 ans du FC Quimperlois. Oui. L'amicale des éducateurs de Seine-et-Marne. Et les moins de 13 ans du CA L'Aille-les-Roses. Merci. Merci à tous d'être venus. Une deuxième page de pub et puis notre affiche, vous allez voir qu'elle vaut le coup. À tout de suite. Pour le plaisir, le but collectif de la soirée, il a été marqué par Auxerre face à Lens. Au départ de l'action, Cocard sur le flanc droit. Il y a du monde en face de lui, donc il temporise. Bien vu, appel de balle de Saïb. Il y a toujours beaucoup de Lensois sur peu de mètres carrés. Saïb joue intelligemment, talonnade pour Cocard, qui lance ensuite dans le trou Corentin Martins. Un but superbe que l'on va revoir une dernière fois. Les Auxerrois dopés par la Coupe d'Europe semblent avoir retrouvé des ailes. C'est une bonne chose pour le spectacle. Avec notre affiche de cette semaine, c'était la rencontre, Pascal, entre Marseille et Bordeaux. Et c'était un match extraordinaire, Thierry. Des matchs comme ça, il n'y en a pas 10 dans l'année. Marseille était privé de Foutré, Bordeaux de Santos. Marseille-Bordeaux, c'est notre affiche avec les deux gardiens de but, Huard et Barthez. Le stade Vélodrome plein, 40 000 Marseillais, c'est la Coupe d'Europe de l'OM. L'OM privé de Coupe d'Europe. Et regardez les Ultras, ce qu'ils ont fait pour saluer l'arrivée des joueurs de l'OM. C'était une grande banderole avec la Coupe d'Europe gagnée à Munich et puis des milliers de coupes en carton brandies par les Ultras. Ça part très très vite puisqu'après 80 secondes simplement de jeu, Zidane a fait un premier 1-2 avec Dib. Revoilà Dib qui est d'ailleurs marseillais, et Paille qui profite d'une erreur de William Prunier. 1-0. L'OM cueilli à froid. C'était la première occasion de la rencontre. Voici le tir effleuré par la tête de Boli, tir de Dib, Prunier qui renvoie mal et pied droit extérieur de Stéphane Paille. 1-0, c'est le 3e but de la saison de Stéphane Paille. Et il arrive vite, trop vite, dira ensuite Roland Courbis à la fin de cette rencontre. Et ce sont curieusement les Bordelais les mieux en jambes en ce début de rencontre, avec Witschke, Guérit, de nouveau Witschke après un départ de saison assez difficile, qui s'adapte désormais aux Girondins, et reprise de Philippe Vertruys du plat du pied. Le début de match bordelais, mais ça ne va pas durer. Réaction marseillaise tout de suite, voleur pour Alen Bokšík qui a levé la tête. Bokšík au deuxième poteau, Stojković, reprise
du pied gauche et bon arrêt de Gaëtan Huard. Et à partir de ce moment-là, les Marseillais vont dominer. Ils vont dominer 90% du temps de cette rencontre. Ils vont se créer des occasions à l'appel. Pixis Stojkovic pour Alen Bokšík. Bokšík du pied gauche, centre de Bokšík, Rudy Voller au niveau du point de pénalty entre Dogon et Sénac et Guérit. La défense bordelaise remarquable hier soir, emmenée par un Didier Sénac à son plus haut niveau. Marcel Desailly, il a également été très bon. Didier Deschamps au milieu du terrain. Rudy Voller qui profite de ce ballon pour s'infiltrer dans la surface, mais il n'a pas cru Voller. Il pensait sans doute qu'il avait fait faute sur Sénac, que l'arbitre Monsieur Saul sifflerait. C'est vrai qu'il y avait une faute de Rudy Voller. Monsieur Saul avait laissé jouer et l'occasion était marseillaise. Zidane, nous sommes au milieu de cette première période. Vercruis sur la gauche pour Crossi, lève la tête Crossi au deuxième poteau, sortie de Barthez. Et regardez, car c'est sur cette action que Marcel Desailly s'est blessé. Alors on n'a rien vu. Marcel Desailly qui a reçu un coup de poing de Zinedine Zidane en dehors des circonstances de jeu. Et on va mieux revoir. Au départ, en fait, c'est une faute de Marcel Desailly. Et Zidane, regardez, en haut à gauche de l'écran, coup de poing dans l'arcade sourcilière de Desailly. Il s'est fait justice lui-même et l'expulsion de Zidane apparaît logique, même si la première faute était de Desailly, mais c'était une faute dans le jeu, alors que celle-ci était en dehors du jeu. En tout cas, les Bordelais sont à 10 et évidemment, le match devient tout à fait déséquilibré. Cette fois-ci, ce sont les Marseillais qui prennent définitivement les choses en main. Tête de voleur sur un centre de Stojkovic. Et on regrettera évidemment jusqu'au bout cette absence d'un joueur du côté bordelais qui aurait pu changer la face du match. En tout cas, à la mi-temps, les Bordelais mènent toujours 1-0. Ils s'en tirent bien car les occasions, on l'a vu, ont été marseillaises. Et la deuxième période repart avec Stojkovic pour Desailly. Dégagement bordelais. Voleur récupère en retrait pour Eric Dimeco. Il n'est pas attaqué. Dimeco, il va pouvoir armer. Et superbe égalisation d'Eric Dimeco. Eric Le Minot. 47e minute, Marseille revient au score. Sans doute une faute d'inattention bordelaise puisque Dimeco a pu tirer sans être attaqué. Et Dimeco, ce n'est pas tous les jours qu'il marque en championnat. L'année passée, il n'avait pas marqué un but. Il avait marqué simplement une seule fois en Coupe de France. Encore Dimeco. Il a été remarquable hier soir, Dimeco. Tir de Bokšík. Sans doute le meilleur Marseillais. Beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Gaëtan Huard qui tarde à dégager, il a reçu sur cette action un carton jaune comme Sénac, comme Vitschke, comme Dugarry côté bordelais, comme Bokšík et Deschamps côté marseillais. Bokšík justement pour Deschamps, voleur. Et Pixis Stojkovic juste au-dessus des buts de Huard, beaucoup d'intensité, je vous le disais, un match de grande qualité, d'un haut niveau technique et physique, alors que l'on voit Stojkovic sur cette caméra isolée. Stojkovic qui revient peu à peu à son meilleur niveau, même si hier devant le but, il a un peu vendangé. Mais en phase préparatoire, Stojkovic a été bon. Rentrée, et elle sera déterminante, de Dutuel après 1 heure de jeu. Stojkovic, centre, reprise de voleur. Et toujours l'OM qui pousse. Bokšík face à Guérit, il est passé Bokšík. Tête, elle était de Deschamps. Dimeco à 30 mètres. Dib qui récupère. Dutuel sur Stojkovic. Et 2-1. Ballon de Stojkovic pour Daniel Dutuel. Je vous disais que son entrée serait déterminante. Elle l'a été. C'est le premier but de la saison de Dutuel. Et l'OM, logiquement, au Vélodrome, mène 2-1. Ballon décisif de Dragan Stojkovic pour l'ancien meneur de jeu de la JOCR. Ballon de Durand à présent pour Bokšík. Et reprise de Stojkovic de l'extérieur du pied, bien capté par Huard. Huard qui n'a absolument rien à se reprocher dans cette rencontre. Vitschke pour Lucas, seul devant Fabien Barthez dans la surface de réparation. Faute! Faute de Barthez peut-être. En tout cas, Lucas réclamait le pénalty. Alors, on va voir au ralenti s'il y a faute ou de Deschamps. Non,
ou de Barthez. Il semble en fait que Barthez plonge dans les pieds de Lucas et lui chipe le ballon sans faire de faute. Monsieur Saul a donc eu raison de ne pas siffler le pénalty, même si de la tribune on pouvait penser qu'il y avait faute. La fin de rencontre à présent avec encore un ballon de Dutuel pour Voleur. Excellent Dutuel, le voici encore. Centre de Dutuel, reprise de Bokchik. Il marque, il donne des ballons décisifs. Dutuel a marqué des points. Ballon de Stojkovic pour Eric Dimeco. Faute de Crossi sur Dimeco. Le coup franc est tiré et superbe tête de William Prunier. C'est le deuxième but donné par Stojkovic. Tout à l'heure c'était à Dutuel, cette fois-ci c'est à Prunier. Et c'est la soirée des anciens Auxerrois. Un but de Dutuel, un but de Prunier. 3 buts à 1, score final. Ce sera la fête au Stade Vélodrome. C'était évidemment le meilleur match des Olympiens cette saison. Un match qui nous a rappelé le match de l'année passée, Marseille, Paris Saint-Germain. Le fait qu'ils aient marqué d'entrée nous a un petit peu révoltés, ce qui nous manquait peut-être depuis le début de la saison, où on n'arrivait pas à se surpasser comme ça. Et ça m'a fait penser un petit peu au match de Paris Saint-Germain l'année dernière. Quelque part, tu préfères que ce soit école. Déjà, je savais le contexte des erreurs, c'est un match que je ne suis pas vraiment déçu. Je sais tellement que ça me rend fier de l'avoir gagné qu'à la limite, je ne suis pas triste. Surtout que même à 11 contre 11, on ne faisait pas un bon match. Et puis, tard dans la nuit, avec Thierry Gilles, notre assistant réalisateur, Monsieur Saul est venu revoir ce pénalty et il va commenter pour nous ces images. Mais je viens de revoir les images. Comme vous pouvez le constater, Lucas s'avance donc avec la balle. Deschamps tacle dans le vide. On voit que Deschamps n'a absolument aucun contact. C'est Fabien Barthez, par contre, qui va se jeter sur le ballon, s'empare de la balle et fait mal en même temps à son coéquipier. S'il n'y a pas faute, il ne peut pas y avoir pénalty. Toujours au sujet de l'Olympique de Marseille, Gérard Degner, secrétaire général de l'UEFA, accusé hier dans un journal suisse Bernard Tapie d'avoir monnayé le retrait de sa plainte auprès du tribunal de Berne et d'avoir ainsi touché plus d'argent de cette manière-là qu'en jouant la Coupe d'Europe. Bernard Tapie, que nous avons eu au téléphone, nous a fait parvenir le telex suivant. J'affirme que nous n'avons pas touché un centime de personne en contrepartie de notre retrait de plainte. Je suis abasourdi qu'un homme tel qu'Egner ait pu affirmer le contraire. J'attends un contact avec lui pour savoir s'il a réellement tenu les propos qu'on lui prête pour décider des suites que je donnerai à cette affaire très grave, a poursuivi Bernard Tapie. Voilà donc affaire à suivre, il y en aura d'autres cette semaine. Oui Thierry, mardi, mercredi, tous les acteurs de l'affaire sont convoqués par la Fédération française qui devra rendre son verdict avant jeudi. On saura donc quid de l'OM en championnat de France cette semaine. Et on voit les panneaux pour ce qui s'est passé hier, on récapitule un petit peu tout ça. Regroupement en tête du classement, regroupement avec maintenant plusieurs équipes à la première place. Il y en a 4 en fait avec 12 points, Bordeaux, Paris, Marseille et Cannes. Dans le bas du tableau, attention, un petit trou s'est fait après les 4 clubs qui totalisent 8 points. Lens, Angers, Lille, Toulouse et Le Havre sont déjà en grand danger au quart du championnat. Deuxième division, défaite de Nancy à l'AS et comme Bastia a gagné à Niort, et bien les Corses se retrouvent premiers avec 1 point d'avance sur Nancy. Groupe A, National 1, le leader Guingamp s'impose à Roubaix, Ancenis gagne à Quimper, le Paris FC à Fécamp, joli succès de Brest face à Aubervilliers, Guingamp est en tête, Avranches suit à 1 point, Amiens, Lorient, Créteil, Noisy-le-Sec, Ancenis à 3 points. Et dans le groupe B, eh bien l'équipe de Châteauroux a fait la bonne opération. Châteauroux a battu Nevers 2-1 et compte 2 points d'avance à présent sur Angoulême. Et les numéros habituels pour avoir les pins parlants, 36 15 code TF1, 36 65 75 76. Ce téléfoot se termine. Pour le foot et la solidarité, vous avez rendez-vous à l'Esprem dans le Pas-de-Calais cet après-midi. Et de la boxe sur notre antenne. Pas de football cette semaine, mais un joli championnat d'Europe. Ce sera vendredi soir en direct de Marseille vers 22h30. Stéphane Hakoun tentera de prendre à l'Italien Stecca son titre de champion d'Europe. Vous avez rendez-vous donc avec Jean-Philippe Lustig vendredi soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine, bon dimanche, salut, à bientôt.